Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être tous présents ce soir pour cette conférence du cycle Lien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on n'en a pas toujours conscience, le lien entre sport, handicap et inclusion. La conférence s'intitule d'ailleurs « Activité physique et situation de handicap, déconstruire les évidences ». Alors concrètement, l'idée de ce soir, qu'est-ce que c'est ? On pense souvent que le sport est naturellement inclusif, mais est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce que tout le monde a réellement accès à la pratique ? Est-ce qu'on joue tous avec les mêmes règles ? Et surtout, est-ce que c'est aux personnes de s'adapter au sport ou alors est-ce que c'est au sport de s'adapter aux personnes ? Pour en parler, on a la chance d'accueillir Lucie, Léane et Paul, qui sont des intervenants engagés avec des parcours relativement forts, voire même très forts pour certains. Et leur expérience va nous permettre de dépasser les idées reçues et de voir ce qui se passe vraiment au sein des sports. Donc la conférence sera introduite par Monsieur Charles Dudognon, et que nous remercions d'ailleurs. Il est vice-président sport, santé et inclusion donc de l'Université de Limoges. Et à la fin de la conférence, on prendra tous un temps, un petit pot convivial qui sera en haut. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Dudognon. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs pour cette manifestation sur un thème tout particulièrement intéressant et actuel. Et puis également mes remerciements s'agissant de mon invitation pour de prononcer quelques mots en ouverture de cette conférence. Donc vous l'avez dit, donc j'ai en charge en qualité de vice-président délégué du sport, de la santé et de l'inclusion. C'est aussi pour marquer le fait que la gouvernance a une politique très, très volontariste, puisque je crois que c'est la première fois à l'Université de Limoges qu'un vice-président délégué a en charge le sport. Et nous avons souhaité, avec l'équipe restreinte que l'on forme, et élargir à la question de l'activité physique, aux questions de la santé et évidemment aux questions de l'inclusion. Puisque, vous l'aurez compris, hein, ces questions sont des questions extrêmement transversales. Et si on est quelques-uns à porter le sport, la santé et l'inclusion, il est évident que l'ensemble des membres de l'équipe est également fortement mobilisé sur ces différentes questions. Effectivement, on souhaite une université ouverte, on souhaite une université solidaire, on souhaite une université inclusive. Et il est évident que le sport participe. Je pense que le sport est un excellent levier d'intégration, d'insertion, d'inclusion sous certaines conditions, n'est-ce pas, Paul ? On a déjà eu l'occasion d'échanger cette question il y a quelques heures de cela. On a mené une enquête, excusez-moi, il y a très peu de temps pour connaître l'activité physique à la fois du personnel et des étudiants. Que montre cette étude ? Parmi les personnels, c'est 68% des personnels qui pratiquent régulièrement une activité physique. Parmi les étudiants, on est à 66% pratiquant une activité physique régulière. Il est intéressant de noter que l'essentiel des pratiques se tourne vers des pratiques autonomes. Néanmoins, un nombre non négligeable pratique une activité physique, une activité sportive, soit en club, soit au SUAPS, au service universitaire des activités physiques et sportives. J'ai lu il n'y a pas très longtemps une interview de Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du comité paralympique sportif français, qui faisait le constat que moins de 2% des personnes en situation de handicap pratiquent une activité sportive en club. Moins de 2%. Donc ce chiffre est probablement assez alarmant. Se posent évidemment des questions notamment d'accessibilité, mais pas simplement. Je crois que c'est une question aussi, avant tout, une question culturelle. Donc je vous l'ai dit, une université ouverte, une université solidaire, une université inclusive. Tel est le projet porté par la gouvernance actuelle. Alors,
Un ou deux mots sur... on a la chance d'avoir Léane et Paul parmi nous, et également Lucie. Deux sportifs de haut niveau, deux sportifs de haute performance, qui sont également étudiants. Et on connaît la difficulté que l'on a pour accompagner des étudiants à besoins spécifiques, à besoins très spécifiques, puisque non seulement ils sont en situation de handicap, mais en plus ils mènent une carrière de sportifs de haut niveau. Donc en fait, ils ont des besoins doublement spécifiques. Alors l'université, vous le savez, hein, toutes les universités, hein, à Limoges comme ailleurs, on met en place des dispositifs pour essayer d'identifier les freins, pour essayer d'identifier les besoins, pour essayer de les accompagner au mieux dans ce double cursus académique et sportif, mais visant à la performance, voire à la haute performance. Alors évidemment, les dispositifs, et là je parle sous le contrôle de Céline, services d'accueil, d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Hein. On s'est doté, s'agissant du sport de haut niveau également, d'une charte. Il y a moins de 2 ans de cela, où on a catégorisé les différents sportifs, or, argent, bronze, pour essayer de les accompagner au mieux via des contrats pédagogiques, mais chacune des composantes est libre effectivement de sa marge de manœuvre. Hein. Donc jusqu'où on peut aller aménager les études, jusqu'où on peut aménager les examens. Voilà, donc c'est du cas par cas, c'est du coup par coup, mais la volonté, notre volonté est évidemment d'accompagner au mieux nos étudiants, et tout particulièrement ceux qui ont des besoins spécifiques et des besoins très spécifiques. Et je pense que Léane et Paul sont là évidemment pour illustrer cette question. Ils nous feront part probablement des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mais bon, il reste effectivement que voilà, le sport est probablement un vecteur tout à fait puissant, tout à fait extraordinaire en matière d'intégration, en matière d'inclusion. Et je pense que vous en êtes des illustrations. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre invitation. Et puis vous souhaiter une excellente conférence et je vais vous écouter évidemment très attentivement. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Aupetit, la directrice de l'ENSI, et ensuite à nos sportifs. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Donc, merci Charles pour cette belle introduction et toutes mes excuses pour ce retard, mais j'étais en réunion à la présidence et c'est le temps de remonter, etc. Donc tu as bien joué le rôle et bien représenté ton président, je t'en remercie. Juste quelques mots, c'est le 10e conférence, 9e, 10e que Karine nous a proposé au sein de l'école. Moi, je remercie sincèrement ceux qui se portent volontaires pour répondre à nos appels sur des thèmes comme ceux-ci. À l'école, depuis 3-4 ans maintenant, 4 ans on va dire, on essaie de porter un maximum de possibilités de sport-études haut niveau et études d'ingénieur. C'est jamais très évident. Des fois, les gens font le choix de dire je fais le sport, je ne fais pas ingénieur ou inversement. Et le but pour nous, c'est justement de pouvoir concilier les deux, hein, des études assez exigeantes et d'excellence avec sa passion qui est le sport. Et on est super bien accompagné, entre autres par toi, Charles, et tes équipes. Chaque fois qu'on a un dossier, on n'hésite pas à justement communiquer là-dessus. Alors après, par rapport au sujet ici, l'inclusion, le handicap au sein du monde sportif, évidemment, si ça se présente, et j'ai pas en tête d'étudiants en situation de handicap qui sont sportifs de haut niveau, mais en revanche sur du sport classique que l'on a, y compris en cycle prépa intégré de l'école, puisque c'est une obligation, eh bien on fera comme on le fait dans tout type de domaine, hein, que ce soit la physique, les maths ou autre, c'est le sport, et bien on mettra tout en œuvre pour qu'ils arrivent à tout faire. Voilà. Donc ça demande du travail du côté de nos équipes, mais tout le monde est d'accord là-dessus et on ira jusqu'au bout. Voilà, merci de la présence de tous ceux qui sont là. Et puis, on va laisser la place à ceux qui vont nous passer un très bon message. Bonne conférence. Si j'allume, c'est mieux. Donc, je vais vous présenter Lucie Chapéron, donc, qui est agente de développement au comité départemental olympique et sportif de la Haute-Vienne. Donc, depuis 2021, elle accompagne les clubs pour développer l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap.
Son rôle consiste notamment à ouvrir de nouvelles sections, accompagner les clubs tout au long et encourager les structures dites valides à sortir davantage et pour que la pratique sportive soit accessible au plus grand nombre. Donc son expérience nous éclairera très sûrement. On peut aussi ajouter que Lucie organise les championnats de France de parafoot adaptés à 5 et à 7 au Palais des Sports de Beaublanc les 14 et 17 mai prochains. Et on pourra aussi dire qu'elle est footballeuse, défenseuse au central au Limoges Football en Régional 1. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonsoir à tous. Merci à vous d'être venus assister à notre conférence. Donc, avant de débuter, je vais laisser mes camarades. Je suis accompagnée ce soir, bien accompagnée. Donc, je vais laisser la parole à Léane et à Paul qui vont se présenter à vous. Bonsoir à tous, donc, je suis Paul Barban, donc, ancien para-athlète spécialiste du 400 mètres et depuis 2 ans retraité pour me reconvertir au CC Foot et en parallèle des études de droit au CDES. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Léane Morceau, je suis athlète en paranatation. J'ai fait 4e aux Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, je me prépare pour Los Angeles 2028. Et à côté de ça, je suis étudiante en kinésithérapie. Donc effectivement, ce soir, on a rappelé le thème, donc ça va être de déconstruire les évidences autour du sport et du handicap. Donc quand on nous a annoncé ce thème, il y a un sujet très important qui nous est venu de suite à l'esprit, c'est de parler de l'inclusion. Parce que c'est vrai, c'est une notion qui est un petit peu au cœur des discours et parfois on n'a pas aussi la réalité du terrain. Donc on voulait définir un petit peu l'inclusion autour de la question centrale, le sport peut-il être réellement inclusif? Donc, je clique trop vite. Donc pour commencer, avant de vraiment parler dans l'inclusion, on trouvait ça aussi important de définir qu'est-ce que le handicap. Parce qu'on verra par la suite que finalement, la façon dont on pense le handicap, ça va aussi définir parallèlement comment on va définir l'inclusion. Donc on va revenir un petit peu en arrière, vers les années 1990. Et c'est vrai qu'avant, le handicap était vraiment défini sur une approche 100% médicale, où finalement la personne, elle se définissait uniquement par son handicap. Donc là, l'OMS avait établi une définition en 1990. Donc la personne avait une lésion, donc ça peut être dû à une maladie, à un handicap, donc soit à la naissance, soit au cours de la vie, qui a entraîné une déficience. Donc déficience d'une fonction de l'organisme, peu importe laquelle, ça peut être sensoriel, au niveau de la motricité, qui a entraîné une incapacité, donc une difficulté à réaliser une action, on va dire quelconque, que ce soit dans le champ du sport ou dans la vie de tous les jours. Et cette incapacité va entraîner un handicap, donc on définissait comme ça avant, qui a entraîné un désavantage social. Donc sur cette définition, on voit que la personne, son identité est représentée uniquement par son handicap. Et heureusement, notamment avec la loi de 2005, la notion de handicap a évolué, n'est-ce pas Paul? N'est-ce pas? Cette notion a évolué grâce à des chercheurs anglais, surtout Mike Oliver, qui a développé du coup, le modèle social du handicap, qui du coup, au lieu de penser le handicap comme un fait individuel où il faut le corriger, le rééduquer ou le soigner, maintenant le handicap il est plutôt pensé comme un fait social où c'est la société qui pose problème et il faudrait ajuster la société au handicap. Par exemple, une personne en fauteuil roulant ne serait pas handicapée juste parce qu'elle est en fauteuil roulant, mais elle est handicapée parce qu'il n'y a pas de rampe. Et à partir du moment où on met une rampe, elle n'est plus en situation de handicap et du coup ça change tout. Et à la fin, on a eu une troisième approche qui s'est développée un peu après, parce que cette approche du modèle social du handicap, elle est un peu extrême, elle oublie en fait, le fait d'avoir une déficience, parce que si on est déficient visuel, on reste déficient visuel. Par exemple, pour ma part, j'ai 1/10, on ne peut pas dire que je vois bien, j'ai 1/10. Et donc la troisième approche est un peu plus interactionnaliste, où elle prend en compte les capacités personnelles de l'individu, mais aussi l'environnement et les habitudes de vie. Donc on va être en situation de handicap sur la relation qu'on a avec l'environnement et par exemple
au moment de traverser la rue, si j'ai pas de poteau sonore, je vais devoir trouver une adaptation pas forcément très accessible et pas forcément facile. Donc là, je vais être en situation de handicap, en difficulté. Mais si j'ai quelqu'un avec moi ou un feu sonore, là, on peut passer facilement. Et je crois que c'est tout pour les approches. Parfait, efficace. Donc du coup, maintenant qu'on a défini la notion de handicap, on va retourner un petit peu sur le sujet principal, donc le mot inclusion. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé tous les trois parce que, alors on a une vision plutôt similaire finalement de l'inclusion, donc ça a facilité aussi un petit peu la conférence de ce soir. Mais on est parti de définitions très générales de l'inclusion. Si la zapette veut bien marcher. Ok. Donc là, c'était aussi, on l'a dit en introduction, mais le mot inclusion, maintenant, on en entend partout parler, on le voit partout dans les articles, sur le sport. Voilà. Donc là, on vous a mis plusieurs exemples. L'inclusion, on le voit, j'ai un problème de zapette, on y voit partout. Et des fois, c'est un petit peu utilisé sans vraiment savoir qu'est-ce que l'inclusion. Donc on voulait aussi, avec vous, définir ensemble qu'est-ce que pour nous, surtout sur le terrain, qu'est-ce que concrètement l'inclusion. Je sais pas cliquer en fait avec des zapettes, je crois. C'est pas grave. On s'adapte, c'est le thème. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi. Ça... Parfait. Ouais, merci. Donc on est parti sur des définitions très générales. Donc la première, on allait sur le dictionnaire Larousse. Et on voit que là, on est vraiment sur une définition très très large. Donc action d'intégrer une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion. Donc nous, on a trouvé ça déjà assez frappant de voir le verbe intégrer sur une définition de l'inclusion. Et ensuite, on a voulu un petit peu revenir sur les réalités du terrain. Donc on est parti sur des définitions un peu plus institutionnelles, notamment avec l'OMS. Donc là, l'inclusion repose sur la suppression des barrières qui empêchent la pleine participation des personnes. Donc là, on commence à s'approcher, on parle de suppression des barrières. Si on continue un peu plus loin, où là on va vraiment toucher au cœur du terrain sur notamment Marie-Amélie Le Fur, qui est une ancienne sportive paralympique. Donc pour elle, l'inclusion, c'est pouvoir pratiquer, évoluer et performer dans les mêmes espaces avec les adaptations nécessaires sans être mis à l'écart. Et là, il y a un mot, nous, qui nous a intéressés, c'est le mot adaptation. On reviendra tout à l'heure un peu plus loin sur ce mot-là, très important. Et enfin, une définition de Anne Marcelini, qui est sociologue du sport et qui a beaucoup aussi travaillé sur le paralympisme. L'inclusion consiste à transformer l'environnement pour permettre la participation de tous, plutôt que de demander aux individus de s'y adapter. Et finalement, cette définition est plutôt bien. Et si vous vous rappelez de la définition qu'on a donnée sur le mot handicap, on voit qu'il y a déjà des similitudes. On parle de s'adapter, on parle d'environnement. Et ça, pour nous, c'est aussi important de le spécifier. Et comme on a la chance d'avoir Paul et Léane, je voulais aussi leur demander, pour eux, en tant qu'athlètes para, c'est quoi pour vous l'inclusion ? Du coup, pour moi, l'inclusion, ça serait d'adapter la société ou le sport à, au final, la personne qui a le plus d'incapacités et d'avoir une conception assez universelle de la société pour que tout le monde puisse exercer dans tous les domaines de la société. Moi, pour l'inclusion, je dirais que le système doit s'adapter à toutes les personnes pour qu'on puisse tous vivre ensemble avec nos capacités. Et je trouve que c'est important de rappeler que l'inclusion, c'est pas parfait, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qu'on construit et qu'on adapte constamment. Du coup, là, on va vraiment définir... Toujours pas, je sais pas quand ça fait de... Là, voilà, on va du coup définir l'inclusion et notamment Paul va nous expliquer la différence entre inclusion et intégration. Oui, parce que ces deux concepts sont souvent un peu confondus, alors qu'au final, il y a un peu rien à voir entre de l'intégration et de l'inclusion. L'inclusion, ça serait plus un processus par lequel la société, les institutions, les organisations s'adaptent aux personnes en fonction de leurs différences, alors que l'intégration, c'est le contraire, et c'est le fait que le seul processus par lequel un groupe ou une personne entre dans un système déjà existant, mais en s'adaptant aux normes, aux règles et à son fonctionnement. Donc d'un côté, on a l'intégration qui
reste comme, qui ne fait pas bouger la société, qui reste comme telle, et c'est à la personne de s'adapter, et si elle ne s'adapte pas, elle est par conséquent exclue. Alors que l'inclusion, on s'invite à repenser la société et à recréer un monde universel où tout le monde peut s'exprimer du mieux qu'il puisse. Et c'est tout. On a mis juste après, là c'était la version littéraire, mais on a mis une version un peu plus visuelle avec un schéma. Et du coup, avec le schéma, on voit que l'intégration, on a un cercle dans un cercle avec les personnes en situation de handicap. Donc ça reste mieux que l'exclusion, où l'exclusion, on aurait eu des personnes en situation de handicap en dehors du gros cercle. Alors qu'avec ce schéma de l'inclusion, là, on voit que tout le monde est un peu vit dans le même cercle, dans la même société, avec les différences. Et c'est quand même c'est mieux. Et on pourrait avoir un troisième schéma avec un schéma qui représente l'assimilation, où tout le monde au final aurait été pareil en reniant les différences, ce qui peut être pas forcément ouf en vrai. Et est-ce que vous, dans votre pratique sportive, depuis que vous êtes dans le sport, vous avez plus connu de l'inclusion ou de l'intégration ? Moi, je dirais, inclus dans un groupe valide dans ma pratique sportive au quotidien. Mais après, c'est vrai que on est plutôt sur un côté intégration, voire exclusion au niveau des fédérations. On en parlera tout à l'heure. Parce que nous, par exemple, en natation, on a la Fédération française de natation et à côté, pour la paranatation, c'est la Fédération française handisport. On n'est pas inclus dans la fédé de natation valide, donc c'est plutôt de l'exclusion. Mais après, il y a certains sports, ça va être plutôt de l'intégration. Paul, je pense que tu as... Pour ma part, ça serait plutôt de l'intégration au quotidien. Et j'ai pu m'intégrer au groupe d'athlétisme ou dans mes clubs de foot par ma performance et peut-être voir ma surperformance par rapport aux autres malvoyants. Et à partir du moment où je serai plus performant, je sais que je ne pourrai plus jouer au foot avec mes potes, ou même en ce moment j'arrive à jouer encore au ping-pong avec eux. Si ma vision se dégrade et si mes réflexes se dégradent, je ne pourrai plus jouer au ping-pong avec eux. Donc là, c'est vraiment de l'intégration, c'est à moi de m'adapter pour ne pas être exclu. Et c'est tout. Du coup, on va vous passer une petite vidéo qui illustre bien les propos de Léane et de Paul. Donc c'est un petit peu en fait d'imaginer un monde où il y aurait plus de personnes en situation de handicap que de personnes valides. Et je trouve que là, la notion d'inclusion prend tout son sens. Voilà la petite vidéo. Est-ce que Oui, Ah oui, non. Du coup, cette vidéo, elle nous montre, elle renverse notre point de vue sur la société actuelle. Elle nous montre qu'en fait, c'est l'environnement qui crée la difficulté, parce qu'on peut voir qu'il y a des personnes valides dans notre société actuelle, finalement, sont en difficulté dans une société où tout est adapté pour des personnes en situation de handicap dans notre société, du coup. Et c'est, comme je disais, on se rend compte que c'est l'environnement qui crée la difficulté, alors qu'aujourd'hui,
on a l'impression que le handicap, c'est défini par une caractéristique individuelle, alors que finalement, en fait, c'est juste l'environnement qui crée ça. Et du coup, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que le sport doit s'adapter aux personnes ou est-ce que c'est aux personnes de s'adapter au sport ? Et finalement, on peut tous être un jour dans une situation où on se retrouve en situation de handicap. Ça peut être trop petit pour atteindre un paquet de pâtes au supermarché. Ça peut être quand on est dans la rue, qu'on a une poussette ou qu'on va pousser une personne âgée, les trottoirs ne sont pas accessibles, on va devoir aller sur la route. Et ça aussi, et c'est nous ce qu'on prône aussi dans rendre les lieux accessibles. C'est certes aussi pour les personnes en situation de handicap, mais ça peut être aussi pour une maman avec sa poussette, une personne âgée qui a du mal à se déplacer. Donc finalement, l'accessibilité, c'est très large. Ça ne touche pas que les personnes en situation de handicap. Et quand on voit cette vidéo, il y en a, de par leur handicap, c'est leur quotidien, c'est ce qu'ils vivent. Ils sont exclus, que ce soit dans le sport ou même dans la société. Nous, par exemple, au comité départemental handisport, on a beaucoup de bénévoles qui sont en fauteuil. Quand on veut faire des repas de fin d'année, on est limité, on ne peut pas. Ça veut dire qu'on va toujours au même endroit. Des fois, il y a des lieux qui font les efforts, on doit pousser tous les meubles, mais c'est quand même une contrainte pour ces personnes-là. Et on essaye aussi de sensibiliser à ça, que ça touche aussi beaucoup plus de personnes que uniquement les personnes qui ont un handicap. Et je rajouterais quelque chose. On parle de la norme valide, mais au final, si on y réfléchit bien, on ne sait pas ce que ça veut dire valide. On sait qu'il y a plus de 15% de la population qui est en situation de handicap. Et après, les personnes âgées peuvent se rapprocher à certains points d'avoir un handicap. Quand on a une blessure, on peut être en situation de handicap pendant une période temporaire. Donc au final, la personne valide, qui est le prototype de la société, il n'existe pas vraiment. Donc, Donc là, l'idée, c'était aussi un petit peu de faire un état des lieux de qu'est-ce qui existe dans le sport et le handicap. Donc moi, de par mon poste, j'étais quand même obligée de vous parler du comité départemental handisport et du comité départemental sport adapté. Alors c'est vrai que souvent, on me dit, mais pourquoi ces deux fédérations, elles existent? Parce que finalement, c'est peut-être aller contre l'inclusion, de créer des fédérations spécifiques. C'est souvent une question qui revient. Alors il faut savoir que ces deux fédérations qui sont aussi tournées vers l'inclusion, c'est quand même des fédérations qui existent pour permettre à des clubs, comme on l'a dit dans ma présentation, entre guillemets, valides, qui souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap. Donc on a des clubs qui peuvent avoir des créneaux adaptés. On a aussi des clubs qui prônent l'inclusion. Donc ce n'est pas parce qu'on a l'existence du sport adapté et du handisport qu'on va être contre l'inclusion, bien au contraire. Mais des fois, certains types de handicap aussi nécessitent des adaptations spécifiques, des encadrants formés, des accessibilités dans les lieux de pratique. Et nous aussi, c'est notre mission d'accompagner tous ces clubs-là. Donc oui, ça peut paraître excluant, mais pas du tout. On a, par exemple, si on prend la Haute-Vienne, on a autant de clubs qui font de l'inclusion que des créneaux adaptés. Et moi, de par l'expérience que j'en ai depuis que je travaille, faut aussi se dire que l'inclusion, c'est pas forcément ce que tout le monde recherche. On peut être aussi très épanoui dans une pratique uniquement entre personnes en situation de handicap, parce que parfois on recherche à tout prix l'inclusion, par exemple dans le milieu scolaire, et des fois ça peut être délétère si elle est mal faite. Donc moi j'aime dire attention, l'inclusion c'est très bien, quand elle est réussie c'est super, effectivement réunir des personnes handi, des personnes valides c'est top, mais quand des fois il y a des handicaps trop lourds, c'est pas forcément possible. Et des fois nous on a des enfants ou des familles qui nous appellent parce qu'un club entre guillemets valide avait l'intention d'accueillir l'enfant, mais ils n'étaient pas formés, ils connaissaient pas la spécificité du handicap, et finalement pour l'enfant ça a été très traumatisant de se sentir exclu, de se sentir dépassé dans la pratique. Donc voilà, on a deux fédérations qui existent, mais ça n'empêche pas, encore une fois, de faire de l'inclusion dans le handisport et dans le sport adapté. Donc sur la différence des deux fédérations, je vais aller vite, mais voilà, en handisport, on est sur une pratique pour des personnes qui ont un handicap moteur et sensoriel. Sport adapté, on va être sur le handicap mental, le handicap psychique et les personnes avec autisme. Voilà. Donc chaque fédération a sa spécificité. Alors du coup, on va passer sur une autre partie, donc la définition du sport inclusif. C'est vrai qu'on a plus défini le mot inclusion, mais là on va vraiment aller dans le sport.
et ses limites. Donc là, on a deux définitions de ce qu'est-ce que le sport inclusif de deux sociologues différents. Anne Marcellini, j'aimerais bien vous la lire, mais là, du coup, je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais vous laisser en profiter. Mais en gros, elle dit qu'il faut réinventer le sport, qu'il faut penser autrement. Et oui. Et après, pour la définition de Alexis Vallée, ça revient un peu à ce que Lucie disait sur pas forcément une inclusion à tout prix, où en fait, pour avoir un véritable sport inclusif, il faut que 3 droits soient offerts, avoir 3 droits. Le droit à l'accès, donc c'est ce que l'accès à la pratique, c'est ce que la fédération handisport et de sport adapté permet en développant la pratique pour tout le monde. Le droit au partage, donc ça c'est le fait de pouvoir partager sa pratique avec des personnes en situation de handicap comme soi ou avec des personnes valides. Et donc là c'est plus aux fédérations classiques de s'adapter et d'ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap, aux personnes avec handicap. Et enfin, le droit à l'option, qui est sûrement le plus important, celui de choisir ou de ne pas choisir de faire du sport avec ses pairs ou avec les valides. Et, je vais faire un peu ses yeux. Je sais qu'il y a un mot qu'il adore dans la définition d'Anne Marcellini, c'est la superformance. Alors ça rejoint un peu à ce que je disais juste avant. C'est vrai que maintenant, on va dire les champions, les para-athlètes qui sont par exemple médaillés ou qui participent aux Jeux, généralement ils sont souvent déjà dans des clubs valides. Voilà. Et par contre, pour le sport de masse, moi j'accompagne beaucoup plus un public sport de masse qui veut faire du loisir. Là, l'inclusion, elle est plus difficile de par certains types de handicap. Et je sais que Paul va me compléter dessus, mais sur la notion de performance, voilà, faut pas oublier que quand c'est des personnes qui ont déjà un haut niveau, où ça demande peut-être moins d'adaptation, ils sont déjà généralement accompagnés dans les clubs valides. Est-ce que Paul, tu veux compléter ces propos ? Oui, je peux compléter, mais je suis pas sûr d'avoir... On se comprend plus. Tu disais juste tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, que tu pouvais t'intégrer de par tes performances. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus ? Donc ça veut dire pour toi que si tu avais été moins performant, tu n'aurais pas pu faire de l'athlétisme par exemple ? J'aurais pu faire de l'athlétisme, mais pas avec un groupe valide. Et du coup, j'aurais pas eu ce sentiment d'intégration, d'être avec les valides et d'être aussi fort qu'eux. Donc j'aurais été dans mon club handisport. Sûrement, j'aurais eu le sentiment, un peu comme tu dis, négatif d'être nul en fait, et de pas pouvoir d'être moins fort que les autres. Et donc ça aurait pu me desservir si j'avais pas eu le niveau... le bon niveau pour courir avec des mecs qui voient. Ouais. Mais je le ressens plus dans les sports collectifs ou le foot, parce que l'athlétisme c'est particulier, je suis sur ma piste, je peux courir... il y a pas forcément, c'est un sport de performance, donc il n'y a pas forcément de confrontation directe. Mais dans un sport comme le foot, où tu peux vite être dépassé par le ballon qui va vite, là je sais que je peux jouer avec mes potes parce que j'arrive à m'adapter. À partir du moment où ça ira trop vite ou j'irai moins vite, c'est plutôt quand j'irai moins vite, je pourrais plus suivre. Et là, j'aurais vraiment ce sentiment d'exclusion. Et donc, le côté de la surperformance, si tu ne surperformes pas, tu te sens exclu. Et donc, c'est bien d'avoir une fédération handisport à côté, avoir du CC Foot qui te permet de t'exprimer pleinement. Là où je peux rebondir dessus, c'est que je pense que ça dépend aussi de l'handicap, parce que personnellement, je peux concourir avec la Fédération française de natation, donc la fédération dite valide, et aussi concourir avec la FFH. Je pense que c'est parce que mon handicap me le permet, mais c'est vrai que je pense à une de mes camarades en natation qui, elle, est paraplégique et qui ne peut pas concourir avec la FFN parce que son handicap est trop lourd et au niveau des performances, c'est pas possible de la faire concourir avec des valides. Et c'est pareil dans le club. Moi, je peux m'entraîner dans un club valide avec un groupe valide, tout en pouvant avoir des partenaires d'entraînement qui me poussent à l'entraînement, etc. Et elle est dans un club valide aussi, mais elle s'entraîne seule dans sa ligne. Il n'y a personne pour la pousser. Elle a son propre entraînement parce que justement, elle a des spécificités qui sont compliquées à adapter avec des personnes qui ont 2 bras, 2 jambes. Voilà. Et après aussi, la question de la performance peut
rentrer en opposition avec justement le sport inclusif, où un sport inclusif, ça demande d'inclure tout le monde, et la performance par elle-même est exclusion. On a des classements, on a des hiérarchies, et la performance demande d'être meilleur que l'autre. Et si tu as une différence qui fait que tu dois aller moins vite, ou tu peux pas viser aussi bien, ou tu peux pas faire, tu peux pas mêler inclusion et performance. Ou sinon il faut réinventer un sport, et tu prends en compte les handicaps, des sports à handicap comme le basket par exemple, je sais pas si certains connaissent. Bon, je sais pas si on l'explique maintenant ou... Je suis pas un spécialiste, mais je vais tenter. Donc c'est une variante de basket où ça se joue à 5 contre 5, avec chaque joueur qui a un rôle, et en fonction du handicap, la personne pèse lourd, et il faut avoir si je me trompe, tu me redis. Il faut sur la feuille de match avoir, je crois, un nombre de 15 points, et en fonction de ton handicap, tu vaux un nombre de points. Donc le joueur 5, je crois qu'il est le joueur qui est considéré comme le plus valide, doit peut-être valoir 4 points. Et en fonction, joueur 4, il vaut 3 points, joueur 2, etc. Et c'est censé inclure tous les types d'handicap, parce que tu peux avoir des gens en fauteuil, des déficients mentaux, des déficients visuels, des valides. Et tu as aussi 3 types de paniers. Un panier à 1,05 m, un panier à 2,05 m, et je crois un panier à 3,05 m. Voilà. Et aussi différents types de balles, pour pouvoir changer, et des zones où certains joueurs ne sont pas... on ne peut pas les attaquer. Est-ce que j'ai été clair? Après, le sport n'est pas très clair en soi, donc... C'est pour ça que ça rejoint aussi... c'est vrai que quand on échangeait entre nous, on disait... dans un monde utopique, et effectivement, s'il n'y a plus les fédérations handisport et sport adapté, c'est peut-être qu'on aura une inclusion réussie. Mais on peut voir, c'est vrai qu'il y a aussi des fédérations qui ont déjà récupéré la délégation du para. Si on prend l'exemple en sport adapté, maintenant le judo a récupéré la délégation, donc ça veut dire qu'ils peuvent organiser des compétitions, ils peuvent remettre des titres fédéraux en para-judo adapté. Donc ça, ils le font très bien. Par contre, en local, pour accompagner les clubs, pour mettre en place des initiations, des journées découvertes, eh ben, c'est pas la fédération de judo, c'est encore le comité départemental sport adapté qui le fait. Et nous, on le fait. Alors en plus, chaque département a sa propre politique. Moi, de par mon emploi au niveau du CDOS, j'ai aussi la liberté de développer tous les sports para, handisport ou pas. Mais la réalité, elle est là. Ça veut dire que si moi, je développe du para-judo adapté, et les licences, elles vont pas aller chez moi. Elles vont aller à la fédération de judo. Et malheureusement, il y a un enjeu économique derrière les fédérations qui est bien présent et qui empiète aussi sur le phénomène de l'inclusion. C'est un peu des fois compliqué quand les gens sont très éloignés du parasport, entre les délégations qui peuvent faire de la compétition mais pas du loisir, handisport qui a des délégations que le sport adapté a pas. Enfin, c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver, mais on en revient encore au fait que quand il y a du sport de masse, quand on doit développer des créneaux spécifiques, heureusement entre guillemets qu'il y a encore le sport adapté et le handisport, donc il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Donc Léane va nous faire la conclusion et la synthèse de tout ce qu'on a dit. Moi, je vais venir vous parler des limites de l'inclusion, du coup, parce que comme on a pu le voir, l'inclusion n'est pas parfaite. Et du coup, déjà, on a des limitations au niveau des moyens, que ce soit des moyens financiers, comme le disait Lucie juste avant, des moyens structurels, parce que je vais encore prendre un exemple, mais Beaublanc, on a fait un stage équipe de France là-bas, et le problème c'est que la piscine elle n'est pas adaptée aux fauteuils, ils n'ont pas accès aux vestiaires, aux toilettes, etc., ce qui est quand même la base pour l'hygiène. Donc c'est vrai que c'est compliqué encore sur certaines structures, et il manque aussi du financement pour pouvoir justement les adapter correctement. Il y a aussi un manque de personnel, il y a un manque de formation, et un manque de communication sur le handicap. Le handicap, il est encore mal connu. Parfois, ça peut mettre des freins, ou parfois, comme le disait Lucie, certaines personnes veulent mettre en place des choses mais n'ont pas les connaissances pour. Et finalement, ça exclut plus que inclut les personnes en situation de handicap. Et aussi, on en vient à une autre problématique, c'est est-ce que finalement tous les handicaps sont compatibles ensemble pour pouvoir faire une société inclusive?
peut-être pas tant. En tout cas, pour pouvoir faire un environnement qui est adaptable à tout handicap, c'est pas toujours possible. Faire pratiquer tout le monde ensemble, c'est pas toujours possible. Par exemple, un sourd avec un malvoyant ou un non-voyant, déjà c'est deux adaptations totalement différentes, et si en plus de ça on rajoute par exemple une personne en fauteuil et une personne avec un handicap mental, c'est des adaptations qui sont totalement différentes, et parfois il faut des cadres un peu plus structurés pour certains handicaps, et pour d'autres il n'y en a pas forcément besoin, mais de d'autres contraintes qui n'iront pas. Donc voilà, est-ce que finalement le sport est totalement inclusif? Et voilà. Je rejoins aussi les propos de Léane, parce que c'est vrai, ça dépend encore une fois du type de handicap. Il y a beaucoup de clubs qui font déjà de l'inclusion sans le savoir, parce que des fois, il peut y avoir des handicaps invisibles. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile de définir combien finalement de personnes en situation de handicap pratiquent du sport, parce que certains ne se mettent pas du tout dans la case j'ai un handicap, ils pratiquent avec tout le monde, comme tout le monde. Et pour nous, même pour accompagner les clubs, c'est difficile, hein. Et même pour eux, des fois ils se disent ah bah là il est en difficulté, mais c'est toujours gênant, est-ce qu'il a un handicap, est-ce que je vais lui poser des questions. Donc finalement je pense qu'il y a peut-être même plus d'inclusion que déjà on va dire identifié. Mais c'est aussi tout l'enjeu dont disait Léane aussi, de communiquer sur le handicap. Qu'est-ce que le handicap ? Nous, au niveau du comité handisport, on nous a beaucoup posé la question, est-ce que les Jeux paralympiques, ça a été pour vous bénéfique ? Alors ils s'attendaient à ce que je réponde, ah ouais, on a eu 20 clubs de plus qui ont ouvert des sections, où j'ai gagné 1000 licenciés. Alors non, ça n'a pas forcément donné envie à plus de clubs d'accueillir, même si on voit que beaucoup de clubs maintenant ont cette ouverture d'esprit, mais comme l'a aussi mentionné Léane, il y a les contraintes financières, matérielles, le manque de bénévoles. On sait que le milieu associatif, déjà, c'est compliqué. Donc en plus, rajouter une catégorie paras, ça peut être difficile. Mais on voit quand même que ça a changé le regard sur le handicap. Pour la première fois, on a vu des handicaps lourds à la télé. Et il y a plein de gens qui quand même ont dit ah oui, mais ok, ils ont un handicap, mais ils ont vu la performance avant, ils ont vu le sport, ils ont fait du sport. Ils n'ont pas dit c'est des personnes handies. Ils ont dit ils ont fait une performance. Et ça, pour nous, déjà, on a tout gagné à ça. C'est bien meilleur que tous les chiffres qu'on pouvait avoir. Et surtout d'avoir des appels des familles, de nous dire j'ai vu cette personne à la télé, elle a le même handicap que mon fils. Je ne savais pas qu'il y avait ça qui existait. Comment je peux faire pour pratiquer ? Qu'est-ce que je peux essayer ? Je ne pensais pas que mon fils pouvait faire du sport. Et voilà, et on voit quand même que les mentalités évoluent positivement, et on espère sincèrement que ça va continuer comme ça. Nous, on a fini. Merci Paul et Léane, ça a été un plaisir de travailler avec vous pour cette conférence. On aura pas mal rigolé aussi. On espère avoir été clair, parce que pour nous c'est clair, mais peut-être que pour vous pas du tout. Donc si vous avez des questions, des remarques, faut pas hésiter. C'est vrai, c'est direct.